Quelqu'un t'a demandé comment tu allais, vraiment, pas par politesse. Depuis combien de temps? Je ne parle pas du « ça va » de couloir qui n'attend pas de réponse. Je parle de quelqu'un qui s'est arrêté, qui a posé la question et qui était prêt à entendre ce que tu allais dire. C'est peut-être récent, peut-être que c'était il y a longtemps. Il y a des personnes dont la liste de ceux qui leur posent cette question, vraiment, est étonnamment courte. Et ce sont souvent les mêmes personnes sur qui tout le monde compte. La personne en qui tout le monde a confiance n'est pas née comme ça. Elle est devenue ça. Souvent très tôt, dans une configuration familiale ou sociale où quelqu'un devait être stable et que c'est elle qui a appris à l'être. À ne pas ajouter son bruit à celui des autres, à rester disponible, à répondre quand on appelle, à trouver les mots quand les autres ne les trouvent pas, à être là de façon si constante, si fiable, que les gens ont fini par considérer ça comme acquis, pas par malveillance, juste parce que ça semblait être une donnée du monde. Et pendant longtemps, peut-être, tu l'as vécu comme une force, comme quelque chose de vrai en toi, quelque chose dont tu étais fier, même si tu ne l'aurais pas dit comme ça. Le problème, et c'est là que je veux m'arrêter un moment, c'est que cette disponibilité au fil du temps peut cesser d'être quelque chose que tu offres librement et devenir quelque chose que tu ne sais plus comment ne pas offrir. Reste avec moi, parce que ce que je veux dire ensuite prend un moment à s'installer. Jung avait une façon d'analyser ça que je trouve à la fois précise et inconfortable. Dans ses 2 essais de psychologie analytique, le 7e volume de ses œuvres complètes, un texte qu'il a retravaillé en 1928 après des années de pratique clinique, il décrit quelque chose qu'il appelle la figure mana. Un archétype de sagesse, d'autorité, de contenance. Quelque chose qui ressemble, dans son expression la plus ancienne, au chaman du village. Celui qui sait, celui qui tient, celui vers qui on va quand les choses ne vont plus. Et il observait, et c'est ça qui m'avait frappé, que cet archétype ne reste pas confiné dans l'inconscient collectif. Il s'incarne. Les gens le projettent sur des personnes réelles, pas parce qu'ils décident de le faire. Parce que quelque chose dans leur psychisme cherche un réceptacle pour ce besoin de guidance, de stabilité, de présence qui ne vacille pas. Et si tu es quelqu'un de disponible, de stable, de fiable, tu peux devenir, pour certaines personnes, ce réceptacle. Pas de façon consciente, progressivement, imperceptiblement, sans que personne n'ait signé de contrat. Ce qu'il notait ensuite, et là, Jung est précis d'une façon qui m'a mis mal à l'aise la première fois que je l'ai lu, c'est que tu peux commencer à t'identifier à cette projection, à te construire autour d'elle, à croire que c'est toi, que c'est ce que tu es, fondamentalement, celui ou celle sur qui les autres peuvent compter. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation où enlever ce rôle, même pour une soirée, même pour un moment de vraie fragilité, génère quelque chose d'étrange. Comme si tu ne savais plus très bien qui tu étais en dehors. C'est là que ça devient sombre. La science a un mot pour les effets de longue durée de ce que je décris. Charles Figley, chercheur à Florida State University, a formalisé en 1995 le concept de compassion-fatigue, le stress traumatique secondaire qui se développe chez les personnes constamment en contact avec la souffrance d'autrui. Maux de tête, irritabilité, fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, perte de sens, sentiment d'anesthésie émotionnelle progressive. Il avait documenté ça principalement chez les professionnels du soin, thérapeutes, infirmiers, travailleurs sociaux. Mais ce qu'il notait avec insistance, c'est que le même mécanisme opère chez les aidants informels, ceux qui n'ont pas de titre, ceux dont le rôle n'est jamais officiellement délimité parce qu'il n'a pas de fiche de poste, ceux qu'on appelle juste la personne sur qui on peut compter. Et je veux ajouter quelque chose à ça. Quelque chose que ni Figley ni Jung ne formulent exactement de cette façon, mais qui me semble au cœur de ce dont on parle. La forme la plus silencieuse de cette fatigue n'est pas physique. C'est l'effacement progressif de ton propre espace intérieur. Tu deviens si habitué à recevoir, à contenir, à stabiliser, que la question de ce que toi tu ressens finit par sembler déplacée. Pas seulement aux autres, à toi-même. Tu entres dans une pièce et tu scannes l'état émotionnel de tout le monde avant d'avoir posé ton manteau. Tu règles les tensions avant qu'elles éclatent. Et quelque part dans cette vigilance permanente, il n'y a plus de moment où tu es juste là, sans avoir rien à faire, sans être utile à quelque chose ou à quelqu'un. C'est ça, le vrai coup.
Pas l'épuisement que tout le monde peut voir, l'effacement que personne ne voit, y compris toi. Il y a une distinction que Jung faisait dans ce même texte que je veux nommer clairement, parce qu'elle change quelque chose. Il distinguait la persona, le masque fonctionnel, le rôle qu'on joue dans le monde social, du moi. La persona, disait-il, n'est pas mauvaise en soi. Elle est nécessaire. Elle permet de fonctionner dans le monde. Elle adapte la façon dont on se présente selon les contextes, les attentes, les rôles qu'on occupe. Le problème vient quand la distance entre la persona et le moi disparaît. Quand tu n'es plus quelqu'un qui joue le rôle de personne fiable dans certains contextes, tu hausses cette personne fiable jusqu'au fond, sans espace intérieur qui lui soit propre. Jung l'écrivait avec une économie de mots que j'ai dû relire plusieurs fois. Une personne qui est entièrement sa persona fonctionne. Souvent très bien. Elle est valorisée, appréciée, sollicitée. Elle rend des services réels à des gens réels. Mais elle ne se rencontre plus elle-même. Et ça, c'est précisément un coup invisible. Pas parce que tu choisis de ne pas le voir. Parce que la persona qui le génère est construite exactement pour que ce coup reste hors de ta vue. Je vais te dire quelque chose sur une période de ma vie. Pendant l'année qui a suivi mon burn-out, la vraie année de reconstruction, après que j'avais quitté le collège, après le divorce, je m'étais promis quelque chose. De ne plus être celui qui aide pour un temps, de laisser les autres naviguer leurs propres douleurs sans que j'en sois le centre, d'apprendre à exister sans être utile. C'est dans cette période-là que Camille, ma fille, a rappelé, après 2 ans de silence. Elle m'appelait pour me parler, pas pour me demander quelque chose, pas pour régler quelque chose, juste pour parler, pour me raconter où elle en était. Et je l'ai écoutée. Et quelque part pendant cette conversation, pas au début, peut-être à mi-chemin, j'ai remarqué quelque chose que je n'aurais probablement pas remarqué 1 an plus tôt. Mon premier réflexe était encore de trouver les bons mots, de stabiliser quelque chose pour elle, de cadrer, d'encadrer, de rendre ça un peu plus navigable. Ce n'est pas ce qu'elle demandait. Elle appelait pour parler. Mais j'avais tellement intégré ce rôle, tellement profondément, tellement depuis longtemps, que même dans ce moment-là, même avec ma propre fille qui revenait après 2 ans, j'avais du mal à juste être là sans chercher à être utile. Je me suis arrêté et j'ai dit quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose comme « Je suis content que tu aies appelé. Je suis là, pas de conseils, pas de cadrage, juste ça. » Et c'était différent. Pour elle, peut-être. Certainement pour moi. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'avais été présent sans avoir un rôle à jouer. J'ai dû relire Jung après pour comprendre pourquoi ça m'avait coûté quelque chose ce soir-là. Pas d'être utile, mais de ne pas l'être. Le côté sombre d'être la personne en qui tout le monde a confiance n'est pas que c'est épuisant. Ça l'est, mais ça, tu le sais peut-être déjà. C'est que ça peut te rendre opaque à toi-même. Qu'à force d'être disponible pour la douleur des autres, tu ne remarques plus la tienne, qu'il n'y a plus de pièce intérieure où tu n'es utile à personne, où tu existes juste, sans qu'on ait besoin de quelque chose de toi. Jung aurait dit que la sortie de ça commence par un geste simple et difficile en même temps, se désolidariser doucement de la figure que les autres ont placée en toi, pas en devenant indisponible, pas brutalement, mais en réapprenant à exister selon tes propres termes. Pas seulement selon les besoins que tu remplis pour les autres. Et si quelque chose t'a parlé ce soir, si tu t'es reconnu quelque part dans ce que je décrivais, la question que je veux te laisser n'est pas « Comment est-ce que tu changes ça ?» C'est plus simple que ça, et plus difficile en même temps. Est-ce que quelqu'un dans ta vie sait ce que toi tu portes? Pas pour que tu te décharges, juste pour être vu une fois. C'est souvent par là que ça commence.